Très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de Nous les Normands sur BFM Normandie. Cette émission dans laquelle on met en lumière les fiertés et la diversité de notre région avec chaque semaine un invité qui nous accompagne dans cette émission. Et cette semaine, c'est Althea Marchand-Robard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes illustratrice. Racontez-nous en quelques mots ce que vous faites dans la vie. Tout à fait. Je suis illustratrice depuis à peu près 6 ans où j'utilise mon art notamment pour mettre en avant l'histoire de notre région et notamment l'histoire de personnages historiques emblématiques. On va en reparler dans cette émission. Sur ce plateau également 2 chroniqueurs pour m'accompagner. Dominique Kroskov. Bonjour Dominique. Bonjour Bastien. Merci d'être là. Vous nous emmenez chaque semaine dans un lieu de la région. Oui, ça sera. On va rester dans le thème. On va aller à Ornavik, tout près de Caen. Ouais, très bien. Caen, voilà. Tout à l'heure. Un beau parc. C'est notre découverte de la semaine. Et puis Gauthier le nôtre. Bonjour Gauthier. Bonjour Bastien. Nous on va découvrir une personnalité normande et un document qui est toujours utile aujourd'hui. Oui, tout à fait, puisqu'il s'agit du carnet de santé. Le carnet de santé qui a été paradoxalement instauré par une illustratrice comme vous, chère Althea. Vous allez nous raconter ça tout à l'heure. Voilà pour le programme. Nous les Normands, c'est parti. On va donc s'intéresser à vous, Althea. Merci d'être avec nous. D'abord, votre activité, vos dessins, vos créations, elle vous vient d'où peut-être d'abord l'inspiration ? Alors tout d'abord, ça s'est hérité notamment de mon vécu, avec notamment mes parents qui m'ont inculqué cette passion de l'histoire et de la Normandie notamment. Et du coup, je puise toute mon inspiration là-dessus. J'estime que notamment, on ne peut pas se connaître soi si on ne connaît pas d'où l'on vient, d'où nos ancêtres ont puisé toute leur histoire et leur richesse. Et je m'inspire de ça chaque jour pour réaliser et composer des créations originales. Vous dites, je ne suis pas historienne, mais l'histoire, notamment normande, vous inspire beaucoup. Tout à fait, mais j'essaye de marquer notamment de la cohérence avec notamment des ouvrages et des références historiques. Par exemple, je vous ai ramené un petit ouvrage qui m'a beaucoup inspiré, Rollon, de Pierre Bouet, qui est archéologue et qui est notamment spécialisé dans l'histoire de Normandie, avec notamment Rollon, qui est un personnage très important pour la Normandie. On va en reparler tout à l'heure de Rollon. Il y a eu une réorientation un petit peu de votre activité après le Covid, c'est ça? Expliquez-nous. C'est ça, tout à fait. Après le Covid, je terminais mes études en design graphique que j'ai réalisées à Rouen. Et on était à peu près dans cette frontière où Rouen essayait de créer des événements à connotation historique, notamment avec la première fête Jeanne d'Arc. Et je me suis rendu compte que, notamment avec cette fête, on mettait forcément en exergue le personnage de Jeanne d'Arc, forcément très important de par son vécu au sein de la ville de Rouen. Mais je me suis dit qu'il y avait d'autres personnages historiques qui étaient intéressants de mettre en avant. Et donc, j'ai créé le concept des affiches historiques, un concept de 7 affiches que j'ai créé, mêlant illustration et graphisme, où chaque affiche ont été collées sur des affichages libres de la ville de Rouen et qui représentent chacune d'entre elles un personnage historique, notamment avec Rollon. Donc là, je vous ai apporté la version carte postale des affiches, mais vous pouvez en voir une juste ici, complète. Donc là, celle-ci, c'est celle de Guillaume le Conquérant, mais on a aussi Rollon, on a aussi Jeanne d'Arc, forcément. Celle-ci, c'était une exclusive de Arlette, qui est la maman de Guillaume le Conquérant. On a aussi Géricault, Flaubert, presque un jeu de cette Maupassant, et Marcel Duchamp. Voilà, en effet. Et encore, je n'ai pas fait tous les personnages parce que forcément, la Normandie regorge de personnages fort intéressants. Évidemment. Ça prend combien de temps de faire un dessin comme ça? Alors là, je dirais à peu près une semaine. Et donc mon travail s'articule autour du mélange du traditionnel et du numérique, où tous mes dessins, je les fais d'abord traditionnellement et par la suite, je les scanne et je réemploie cette matière première au numérique. Donc il y a plusieurs façons de faire, en fait, façons de travailler finalement. Mais vous avez trouvé votre patte, j'allais dire. J'essaye. Vous dites dessiner, ce n'est pas un acte anodin, c'est une façon de laisser une trace. Ça veut dire quoi? Tout à fait. Alors pour moi, c'est une façon de marquer les esprits à travers des thèmes qui peuvent
intéressée. Alors moi souvent, à travers mes études et comment les dialogues que j'ai avec des personnes de mon âge, souvent on se désintéresse de l'histoire. Et moi, à travers mon art, je souhaite vraiment montrer que voilà, on peut s'y intéresser, on peut trouver une forme d'intéressement, notamment avec les formes graphiques qu'on peut employer. Et voilà, je veux, au même titre que ces personnages qui ont marqué leur empreinte, leur histoire, avec leurs faits historiques, me dire voilà, à travers mon art, je peux également pérenniser l'histoire et marquer les esprits comme ils l'ont fait avant. Voilà. Gauthier ou Dominique? Oui, tout à fait. Alors, j'ai pu consulter tes réseaux sociaux, je sais tout ce que tu fais, encore bravo. Mais d'où te vient cet attrait pour la Normandie? Pourquoi cette région? Pourquoi ce territoire à l'histoire millénaire? Tout simplement parce que je suis normande et je trouve que à travers l'illustration et l'art en général, on a du mal peut-être à se créer une identité notamment liée à notre histoire. Et donc voilà, j'ai voulu tout simplement aller vers ce créneau, qui plus est, c'est forcément lié à mon histoire personnelle, notamment avec ma famille qui est très attachée à la Normandie. Et toute la zone de Rouen, hein, c'est ça? Alors, j'ai vécu dans pas mal de départements de la Normandie, mais là du coup je suis plutôt orientée Rouen parce que c'est vraiment ma ville de cœur, mais j'ai vécu, je suis née à Alençon, donc pareil, peut-être à l'avenir aussi faire des projets, pourquoi pas, qui sont plutôt de l'ordre de l'Orne et d'autres départements de la Normandie, tout simplement. Qu'en pensent finalement les gens de votre génération, parce que vous êtes jeune? Est-ce qu'il y a vraiment un retour aux notions des racines, du patrimoine normand? On a l'impression que c'est un petit peu nouveau, que ça revient en fait. Oui, tout à fait. Alors c'est très nouveau et je vous avoue que j'ai eu du mal à m'insérer dans ce créneau-là lorsque j'ai fini mon BTS en design graphique, parce que c'est un diplôme qui demande notamment des connaissances en graphisme de manière assez contemporaine, et j'ai eu du mal à me dire, moi en tant que, parce que du coup je suis diplômée en graphisme également et je suis graphiste aussi, comment est-ce que je peux m'intercaler dans cette zone créative où souvent on est dans le contemporain, dans les formes vives, etc. Donc j'ai eu du mal à me trouver ma légitimité en me disant que j'aime l'ancien, j'aime les anciens manuscrits, j'aime l'histoire du monde au final. Oui, mais que disent vos amis, par exemple? Eh bien, ils sont parfois intrigués, mais comment ils peuvent comprendre cet attrait? Alors, je fais partie d'une association d'évocation historique, et du coup, avec des personnes qui ont mon âge également et qui, là, ils trouvent. Et vous pensez vraiment que vous êtes de plus en plus nombreux? Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Après, il y a aussi cette remouvance parce que, d'un point de vue historique, on a aussi ce côté fantastique aussi qui ressort. Je pense aujourd'hui que les gens ont de plus en plus envie de s'évader, et on retrouve dans l'imagerie médiévale historique cette façon de pouvoir s'émanciper des jours actuels qui sont des fois assez maussades. Retrouver un peu les racines, quoi. C'est ça. C'est un peu l'idée. Allez, on va justement aller un petit peu dans le passé avec notre histoire de Normand du jour. Avec vous, Gauthier, vous allez nous parler d'une illustratrice, une autre. Tout à fait. Louise Hervieux, qui est-elle? Alors Louise Hervieux, c'est une illustratrice, vous l'avez dit, qui vient également d'Alençon, puisqu'elle est née au mois d'octobre 1878. Et c'est une femme qui, toute sa vie, a souffert d'une syphilis familiale. Elle l'a attrapée lorsqu'elle était dans le ventre de sa mère, et qui a connu une enfance très rude, avec beaucoup d'opérations. Imaginez les traitements difficiles, la nourriture stricte, bref, un régime vraiment particulièrement difficile à suivre quand nous étions jeunes, et qui a été inspirée aussi par son père, qui était peintre, et a décidé de s'engager dans le domaine de l'art, du dessin, mais aussi plus tard dans l'écriture. Alors justement, quelles sont ses œuvres principales? Alors il y en a plusieurs. D'abord artistique, c'est à elle que nous devons une édition, des illustrations de l'édition de luxe des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Nous lui devons également d'autres illustrations, notamment pour un ouvrage, Le Livre de Geneviève, qui est un recueil de textes de différents auteurs, mais c'est surtout par ses écrits qu'elle s'est fait connaître paradoxalement, et qu'elle a assis véritablement son envie de s'engager pour réformer la santé publique. 2 ouvrages à retenir. Le premier, Le Bon Vouloir, en 1927, qui a été primé du prix Fabien de l'Académie française. Et le deuxième, 100, nous sommes en 1936. Et c'est un roman qui nous envoie dans le Cotentin, avec un personnage nommé Mahaude, derrière lequel se cache en réalité Louise Hervieux, et qui raconte l'histoire de ces habitants qui sont tous atteints
d'une bactérie, la syphilis, pour être honnête, et elle parle de son quotidien, cette souffrance qu'elle a ressentie pour s'intégrer dans cette société, vivre normalement, et surtout remettre en question la politique française en matière de santé, à l'époque, ce qui l'a emmené à entrer dans l'histoire. Alors justement, elle est rentrée dans l'histoire. Quel est son héritage aujourd'hui à Louise Hervieux? Eh bien, son héritage, je le disais au tout début, c'est le carnet de santé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, dans un pamphlet de 1937, elle s'est révoltée contre les pouvoirs publics. Elle a pointé du doigt également le corps médical qui, selon elle, n'était pas suffisamment préoccupé par ces maladies héréditaires. Elle a donc décidé de faire connaître son combat, de fédérer des hommes politiques, mais aussi des artistes, pour créer en 1938 l'association Louise Hervieux pour l'institution du carnet de santé. Son histoire ensuite a été un peu difficile puisque la guerre est arrivée. De mai 1939, eh bien, le carnet de santé a été mis en place. On le voit, le premier carnet de santé de l'époque. Voilà, tout à fait. On peut changer. Ça, c'est clair et net. Donc, mis en place à cette époque-là, le régime de Vichy est arrivé, suspension totale. Quelques communes de Normandie ont fait jouer leur liberté locale en décidant contre le gouvernement de le mettre en place. C'est le cas de la ville de Rouen, qui a reconnu la primeur de cette invention à notre Normande. Il faudra attendre le 14 décembre 1944, la libération, le gouvernement de Charles de Gaulle, pour que l'arrêt Ruccard se mette en place et que le carnet de santé soit définitivement adopté. Belle histoire, en tout cas. Vous connaissiez l'histoire de cette femme, Althea? Un petit peu. Un petit peu. Une illustratrice comme quoi, ça peut mener à tout. Exactement. Ça part de simples dessins et puis finalement, c'est ça. Ça peut mener à beaucoup de choses. On va évoquer votre Normandie maintenant. Votre fierté aussi d'être normande, vous l'assumez, vous le revendiquez. En effet. Vous connaissez bien la région parce qu'on le disait, vous êtes né dans l'Orne, vous avez vécu dans l'Eure aussi. Maintenant, vous êtes en Seine-Maritime. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la Normandie? Une identité. Vraiment, je me reconnais dans l'identité normande. Pour moi, c'est comme une grande famille dans laquelle j'ai la chance d'être dans ce noyau central qui est Rouen. Et c'est un bonheur au quotidien, tout simplement. On vous a demandé, comme à chaque invité, de remplir un petit questionnaire avant d'enregistrer cette émission, notamment un souvenir marquant que vous avez avec la région. Vous nous avez parlé de la traversée du pont de Normandie. Oui, en effet. J'étais toute petite et je venais d'arriver dans l'Eure avec mes parents. On partait de Donfleur en bateau et nous avons du coup traversé jusqu'à le pont de Normandie, jusqu'à en passer dessous. Sauf que le vent n'était absolument pas avec nous. Nous avons eu des bourrasques. Je n'explique même pas. Depuis, je sais que j'ai le mal de mer. Ah oui. Et que voilà, je ne supporte absolument pas le bateau. Et en plus, pour la petite anecdote, vraiment, je devais avoir 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça. À cet âge-là, on a tous peut-être notre petit doudou, notre petit porte-bonheur. Et j'ai eu qu'une crainte, c'est qu'il tombe par-dessus bord. Et je crois même que c'est ma maman qui a réussi à le récupérer avant qu'il tombe. Toujours les mamans qui aident. C'est ça. Qu'elles sont là. On les salue, les mamans. Oui. L'histoire qui occupe une place importante chez vous depuis très jeune d'ailleurs. Je crois que quand vous étiez plus jeune, vous participiez à des fêtes médiévales. Tout à fait, oui. Également avec mes parents, comme quoi vraiment sans eux, je ne serais peut-être pas là et je n'aurais pas cette appétence pour l'histoire qui est fortement assumée. Mais oui, je faisais du coup des fêtes médiévales. Vraiment, j'ai Donfront et d'autres, Saint-Pierre-du-Val. C'est très populaire maintenant. Oui, très très populaire, mais vraiment, j'ai retrouvé récemment des photos de moi-même, toute petite, avec mes parents, à déambuler dans des fêtes médiévales. Alors forcément, je ne me souviendrai absolument pas de toutes les villes dans lesquelles on a été, mais voilà, ça a participé à votre œuvre aussi, ouais. C'est ça, exactement. À la passion. À cette passion qui donc continue. Vous nous parliez de Rollon, vous aviez évoqué Rollon tout à l'heure. C'est vrai que c'est un Normand qui vous inspire. Pour quelle raison? Déjà, alors c'est un viking, mais ce que j'aime avec l'œuvre de Rollon, c'est que il casse les codes du viking. Alors,
pour vous expliquer un petit peu plus, d'ailleurs, j'invite tous les spectateurs, téléspectateurs, s'ils apprécient l'histoire, à vous renseigner, notamment avec cet ouvrage-ci qui vous expliquera tout bien mieux que moi. Parce que Très bon auteur, oui, réputé. Oui, parce que c'est ce que j'explique, hein, je ne suis absolument pas historienne ni archéologue et je n'aurai jamais les mérites de le dire, je me renseigne juste. Mais Rollon, il est arrivé de Scandinavie. Bien évidemment, s'en est suivi des raids et des pillages. Néanmoins, quand le duché de Normandie lui a été concédé par Charles le Simple, il a fait en sorte que voilà, les personnes, les chrétiens qui étaient sur place aient toujours leur place lui-même s'étant christianisé. Et c'est en fait cette notion d'acceptation. Les Vikings sont arrivés. On leur a concédé la terre, mais ils ont accepté tout le monde sur place et c'est cette notion de partage que j'apprécie énormément, notamment dans cette figure qu'on a tendance à oublier. Et c'est vrai que derrière cette image de barbare que nous pouvons avoir des Vikings, en réalité, Rollon avec ses hommes, suite au traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, qui est le traité de fondation du duché de la Normandie dont tu faisais écho, en réalité ont été capables de bâtir une vraie civilisation avec une population vivant en relative harmonie. Il y a toujours eu forcément des foyers à droite et à gauche, mais c'est vrai que cette image est assez écornée aujourd'hui. Rollon, donc, source d'inspiration toujours aujourd'hui, on l'a compris, la tapisserie aussi, la tapisserie de Bayeux notamment. En effet, la tapisserie, vraiment, la bataille d'Hastings. Un coup de cœur. Exactement, alors... C'est rigolo, mon marque-page aujourd'hui. Gros marque-page. Exactement. C'était une réinterprétation d'une carte de tarot, le chevalier d'épée, en reprenant l'esthétisme de la tapisserie de Bayeux. Pour vous dire à quel point je m'en inspire. Également, le collier que vous voyez sur moi, un écu normand qui est repris également de la tapisserie de Bayeux. Et l'écu qui est le bouclier normand qui est représenté dans beaucoup de représentations. Justement, vous parlez de Bayeux, la tapisserie, un déménagement. Elle est pour l'instant mise bien au chaud. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous pensez finalement de cette expédition à Londres? Alors, est-ce qu'on prend des pincettes? Alors, pour être tout à fait honnête, oui. Au début, je me disais que c'était pas un mal tant que les conditions s'y préparer. Oui, bien sûr. Mais je n'étais pas forcément renseignée du point de vue de l'état de la tapisserie, etc., si cela pouvait vraiment prétendre à un déplacement. À savoir que le 31 août dernier, je suis allée à la tapisserie de Bayeux la voir avant qu'elle parte. Les derniers visiteurs. Le dernier jour. Et on a dans le musée une fresque du nombre de fois où la tapisserie a quitté le musée. Donc, à savoir qu'elle a quand même quitté pas mal de fois le musée, mine de rien, mais malheureusement, peut-être que pas mal de ses départs ont fait qu'elle est dans un état assez dégradé en termes de conservation, avec pas mal de trous, ce genre de choses, de déchirures, etc., qui font que ce déplacement est peut-être à remettre en question. Néanmoins, il y avait une pétition, je ne sais pas si elle est clôturée. Oui. Elle est clôturée. Oui, c'est quasiment parti là. Le décrochage a été fait. L'année prochaine. Le bateau qui était également dans le musée de la tapisserie de Bayeux a quitté le musée pour rejoindre une autre association de reconstitution historique qu'il a actuellement. Voilà. Vous reviendrez là, vous irez la voir. Vous êtes mitigé, quoi. Oui, très, très mitigé. J'ose espérer que tout sera fait pour qu'elle ne soit pas plus abîmée que ce qu'elle ne l'est déjà. Après, à savoir que la restauration du musée est quand même nécessaire, parce que avant son décrochage, son emplacement était vraiment droit, et en fait avec son propre poids, la tapisserie risquait vraiment de tomber en lambeaux. Donc là, avec la revalorisation du musée, ça va permettre d'avoir un plan incliné pour bien déposer la tapisserie de façon à ce qu'elle ne s'abîme pas plus dans le temps. Donc à voir. Incollable sur la tapisserie de Bayeux, notre invité. Allez, une découverte normande dans cette émission avec vous, Dominique. Vous nous emmenez à la découverte d'un centre viking unique dans la région. Et oui, c'est le Parker d'Invic près de Caen. Je suppose que vous le connaissez. Bien sûr. Bon, alors on a tous l'imaginaire parce qu'on en a déjà parlé du viking. Alors, il est roux, barbu, violent et guerrier. Vous êtes d'accord ? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça, c'est dans notre esprit imaginaire. Mais en fait, c'était des envahisseurs, ces vikings. Mais on dit que ça relève quand même du mythe et du cinéma.
Vous êtes d'accord aussi. Alors, c'est près de Caen et Hérouville-Saint-Clair qu'on trouve le fameux parc Ornavik. C'est un parc historique qui relate donc la période des histoires vikings normands, aux Normands plus précisément. Il y a une centaine de bénévoles qui portent ce projet. Là, on trouve vraiment des vrais passionnés. Et là, ils ont fait quelque chose de durable, en fait. À peine franchi la porte, eh bien, on est plongé, transporté dans un autre monde. On est tous étonnés d'apprendre que c'était une société, ces Vikings, et qu'ils étaient propriétaires terriens, de paysans. Il y avait des paysans, il y avait des pêcheurs et des commerçants. On est tout d'accord. Ok. Et puis, évidemment, ces gens ont pris la mer vers d'autres contrées, dont notre Normandie, essentiellement la Normandie, pour enrichir, certes, on en a connu le pillage. Donc, mais pour vous, ça reste des gens civilisés. Après, ils nous ont apporté beaucoup de choses, mine de rien. Après, toute culture s'est fondée sur des raids, sur des batailles, c'est un fait. D'accord. Ouais, c'est vrai. Et donc ce parc Ornavik, c'est aussi la construction d'un futur centre d'interprétation. Oui, Bastien, dans 18 mois, en 2027, c'est un bâtiment à l'architecture particulière qui sera terminé et qui pourra accueillir les visiteurs. Alors, il y a un premier pisé. Le pisé, c'est la technique de construction qui utilise la terre crue compactée. Ça a été posé symboliquement en mai dernier par les élus, les porteurs du projet. Ce bâtiment, sa construction sera en bois, en terre et en chaume, ce qui sont évidemment des références aux maisons traditionnelles vikings. Et puis, ce bâtiment visible côté rue, il y aura un grand parvis côté rue, mais donc il comprendra restaurant, terrasse, accueil, etc. Mais le bâtiment sera quasiment invisible côté parc. Et là, on aura évidemment un centre d'interprétation qui sera créé à 5,50 m. Et qu'est-ce qu'il va présenter alors, ce centre ? Alors, il va présenter sur 1230 m² pour être précis, un espace d'exposition qui vous permettra de vous replonger dans l'univers viking. Ça sera surtout un côté ludique. Et la question principale, on essaiera de répondre, en tout cas le centre voudra répondre à cette question, pourquoi les vikings sont-ils venus en Normandie? Vaste question, mais vous avez déjà la réponse. Après, c'est pour, comme beaucoup de raids qu'ils ont réalisés. C'était surtout pour la conquête de terre, aussi pour commercer, marchander. De base, les Vikings, c'est pas un peuple, c'est vraiment une catégorie de personnes qui sont venues, qui ont pris la mer, soit pour conquérir, soit pour marchander. Voilà, et puis en 2 mots, pour raisonner en 2027, qu'est-ce qui se passe en Normandie? Le millénaire de Guillaume le Conquérant. Évidemment, ça tombe à pic. C'est intéressant des projets comme ça, justement, pour faire perdurer, pour pousser les gens aussi à s'intéresser à l'histoire. Bien sûr, il en faut tout le temps. Vraiment, il faut que ça continue, et surtout avec le millénaire, il y a beaucoup de projets qui vont voir le jour, des projets fortement intéressants, et il faut valoriser ce genre de projet parce que ça contribue à pérenniser notre histoire commune. Alors en parlant de projets, c'est quoi vos futurs projets à vous ? Alors actuellement, je suis sur un projet éditorial. Je suis soumise à confidentialité. Bien. Néanmoins, je peux dire que je prépare en collaboration avec l'auteur, bien évidemment, un ouvrage où je réalise les illustrations et qui sera notamment prêt pour fin 2026, début 2027. Bon, on suivra ça en tout cas. Et on va terminer ensemble cette émission avec notre rubrique Question pour un Normand. Le principe de cette rubrique, il est très simple. 10 questions, des réponses assez courtes. Et ça va nous permettre d'en savoir plus sur justement vos liens avec la Normandie. D'abord, le camembert de Normandie ou le Pont-l'Évêque ? Camembert. Le camembert. La torgoule ou la tarte normande ? Torgoule. C'est direct. C'est direct. C'était... L'abbaye du Mont-Saint-Michel ou l'abbaye de Jumièges ? La ville du Miège. Pourquoi ? Les ruines, c'est fantastique. Ça émerge l'inconscient et l'imaginaire, tout simplement. C'est vrai que c'est un bel endroit, faut le reconnaître. La plage de Ouistreham ou la plage de Dieppe ? La plage de Ouistreham. Les pommiers du Pays d'Auge ou les vergers du Pays de Bray ? Les pommiers. Les pommiers. Le cimetière américain de Colville ou le cimetière britannique de Bayeux ? Le cimetière de Bayeux. La pêche à pied à Agon-Coutainville ou à Velette-sur-Mer ? Alors là, aucune idée parce que j'ai jamais fait les Vous avez deux. jamais Je ne pratiqué. connais même pas les lieux, donc je vais pas m'avancer. La fête de Guillaume le Conquérant à Falaise ou les fêtes Jeanne d'Arc à Rouen ? Les fêtes de Guillaume à Falaise. J'adore parce qu'elle Là, est vous n'êtes plus rouennaise, à fond dans le jeu. Je suis navrée.
Après, ne m'en voulez pas, j'aime beaucoup les fêtes Jeanne d'Arc. Vous en veux pas. Une balade dans le centre-ville du Havre, le centre-ville Perret, ou dans celui de Saint-Lô? Je vais dire Perret parce que je connais plus le Havre. Bon. Et puis une dernière question, un déjeuner en terrasse à Trouville-sur-Mer ou à Étretat? Étretat, Pourquoi? les falaises. Voilà, Ça a son bon, charme. le lien, ça a son charme, effectivement. Merci infiniment, Althea Marchand-Robard, d'avoir été avec nous. Merci d'être venu nous présenter votre travail. On continuera de vous suivre. Juste une dernière question. Je vois que vous nous avez rapporté un objet, là. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Il s'agit d'un vitrail. Voilà. Parce que je fais également du vitrail Tiffany, qui est une technique qui date du 19e siècle et qui permet notamment de réaliser des créations soit en volume, soit de l'ordre de la suspension ou du bijou. Et c'est également ce que je réalise, notamment avec les bijoux que j'ai là et également ceci. Avec écrit Dex Eye. Exactement, Alors. Dieu aide. Voilà. La devise des chevaliers normands. Et également les 2 léopards normands. On 100% terminera là-dessus. normande. 100% normand. Merci beaucoup. Une belle ambassadrice de cette émission. Merci à tous les deux Merci, de m'avoir Bastien. accompagné et à très vite sur BFM Normandie pour un nouveau numéro de Nous les Normands.